Néopole Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour Kiemis. Salut Léa. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair. C'est plus fort que nous, mais d'ailleurs ça tombe bien, on va continuer à en parler. Ouais. Si ça te dérange pas. Bah, avec plaisir. Alors, on est aujourd'hui... on est quel jour ? Oh bon sang. On est mardi. On est le 15 novembre. Mhm. Ça fait 6 jours que ton dernier ouvrage est paru. Ouais. Ton premier essai ? Mon premier essai, incroyable mais vrai. C'est marrant parce que quand j'ai sorti mon premier recueil, tu sais, en 2018, à Nos Humanités Révoltées, j'ai eu pas mal de mes amis qui savent à quel point j'adore la politique, qui m'ont dit « Ah, donc tu sors un recueil de poésie, mais on a cru que tu allais sortir un essai !» Et ben voilà. 4 ans plus tard, voici le premier essai. Donc, je suis votre pire cauchemar, qui est publié aux éditions Albin Michel. Un essai à la fois autobiographique, Ouais. sociologique, Ouais. et éminemment politique. Tout à fait. Je suis très inspirée, tu sais, de la manière dont on écrit de la non-fiction et des mémoires, ou on appelle ça les mémoires aux États-Unis, où justement on commence par partir du point de vue quand même très personnel. J'écris au jeu et on écrit beaucoup aussi au jeu, je pense, aux États-Unis. Et ensuite, j'utilise un peu cette expérience comme point de départ, comme point où je peux me situer. Et c'est ce que je fais d'ailleurs au début du livre, pour pouvoir ensuite discuter de la société, en fait, tout simplement. Là, dans cet essai, je parle de body positive, de code de beauté, de normes, de perfection, de hiérarchie, d'histoire. Mais c'est important pour moi, j'imagine que c'est parce que j'ai fait des sciences humaines, de partir de moi et d'assumer en fait ce point de vue situé, ce point de vue un peu de la marge, pour brosser un portrait de la société, ou un bout de la société, quoi. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant cet ouvrage ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Alors, ce que j'ai appris, c'est que, je m'en doutais un petit peu, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que, et j'en parle dans le premier chapitre, c'est comment la grossophobie, le colonialisme, le racisme et le sexisme sont intimement mêlés dans leur construction. Comment, en fait, finalement, ce sont des... Bon, on le sait déjà, mais spécifiquement la grossophobie, de voir comment la grossophobie, ça a un peu dessiné, c'est beaucoup dessiné d'ailleurs autour du corps des femmes noires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est pas qui m'a... Enfin, si, un peu, ça m'a un peu surprise quand même. On est toujours un peu surpris, pourtant, comment dirais-je ? J'étudie la question justement des corps des femmes et des corps des femmes noires depuis un certain temps. Voilà, tu le sais, je suis afroféministe. Voilà, je crois dans les idéaux afroféministes. Donc la question du colonialisme et du patriarcat, c'est quelque chose que j'ai étudié. Mais de voir aussi la question de la grossophobie, vraiment... ça m'a un peu ça m'a interpellée. Je me suis dit, oh là là, c'est toujours la même chose, quoi. Le capitalisme racial, toujours, et évidemment misogyne, donc patriarcal aussi, vraiment est quand même à la source de beaucoup d'oppressions qu'on continue à vivre aujourd'hui, quoi. Et voir comment ça structure en fait notre monde, y compris dans des choses qui peuvent paraître un petit peu, entre guillemets, pas anodines, mais vraiment... qui viennent nous toucher dans l'intime, quoi, notre rapport au corps, etc. De voir qu'à nouveau, en fait, on peut en voir les racines, et voir en fait que ça remonte surtout à des siècles en fait de construction, d'oppression. C'est vrai que c'était un peu c'était très choquant, j'avoue. C'était très marquant, en tout cas pour moi. Et évidemment, voilà, je parle encore du livre. J'ai été inspirée d'une chercheuse américaine qui s'appelle Sabrina Strings, et je me souviens d'avoir lu son livre. Donc son livre, ça s'appelle Fearing the Black Body, et d'avoir lu les noms français. Enfin, il faut vraiment lire le livre, comment elle décrit, comment c'est dans les sociétés savantes françaises et allemandes qu'on commence à mettre en place ce qui sera les prémices de ce qu'on peut appeler quand même la grossophobie. C'était super surprenant, quoi. Surtout chez des Américaines, parce que les Américaines, elles s'interrogent quand même à leur pays. Mais de voir la France, voir l'Allemagne, voir des non-français,
de voir qu'elle parle des lumières, enfin un peu en mode ah oui d'accord, waouh, 2022 c'est toujours ça. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment surprenant et j'espère que je lui rends bien, que j'arrive à rendre bien hommage à son travail parce que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée quoi. Moi, ce que j'ai bien kiffé aussi dans ton livre, alors je te le disais en intro, en off avant, j'ai pas encore terminé de le lire, mais j'ai commencé à le lire, j'en suis à peu près à la moitié. Ce que j'ai vraiment, vraiment kiffé, c'est ta capacité à rendre un sujet accessible. Alors, je sais pas si ça passe par la méthode justement du récit autobiographique, le jeu qui fait que c'est tout de suite beaucoup plus concret et tu arrives à te projeter plus facilement. Je sais pas si c'est ça, mais tu as cette capacité vraiment à retranscrire des choses qui sont pas forcément évidentes à comprendre de prime abord. Et tu fais ça vraiment avec une simplicité assez exceptionnelle et c'est vraiment super chouette. Est-ce que c'était un objectif et si oui, pourquoi ? Alors, c'était totalement un objectif. Vraiment, tu me fais un très, très beau compliment parce qu'en fait, je suis très inspirée du travail de Bell Hooks. Je parle tout le temps de Bell Hooks, qui est une militante féministe noire qui est décédée en 2021 d'ailleurs et qui est une des plus grandes penseuses du 21e siècle, qui parle de racisme, d'amour, elle parle de sexisme évidemment, elle parle de beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment quelqu'un que je recommande à tout le monde pour le coup. Elle a écrit un nombre de livres incalculable, donc tout le monde peut aller un peu trouver des choses intéressantes. Voilà, son bonheur, des choses très intéressantes et son talent, ce que j'ai aimé, puisque j'ai lu en anglais au début, puisqu'elle n'était pas traduite à l'époque où je l'ai découverte. Son talent, c'était vraiment ça. C'était de rendre des choses très... c'est une grande théoricienne aussi, Bell Hooks. C'est une grande chercheuse, une grande sociologue. Elle rendait des choses assez complexes, très simples. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Voilà, moi, je suis très, très inspirée de son travail. Et d'avoir réussi à faire ça, vraiment, je pense qu'on ne pouvait pas me faire un meilleur compliment. Parce que le but, c'était aussi de dire... Voilà, moi, j'avais un parti pris aussi de dire... je ne suis pas chercheuse en sociologie. Ce n'est pas un mémoire. Ce n'est pas une thèse. Même si je pense que... Heureusement qu'il y a des chercheurs, puisque je m'inspire énormément de leur travail. Moi, ce qui m'importe, c'est un livre que je vais pouvoir passer à mes copines, que je vais pouvoir passer à mes nièces, que je vais pouvoir passer à des copines pour qu'elles puissent le passer à des sœurs, à des mères. Voilà, c'était ça qui était important pour moi, cette diffusion-là d'idées, de tout ce dont je parlais sur la complexité de ces structures d'oppression, mais aussi un peu de joie, en fait. Parce que moi, je suis quand même assez joyeuse. Donc, aussi un peu de douceur. Moi, il y a un peu un truc genre, de réconfort, presque. Ouais, de réconfort, je vois ce que vous voulez dire, vous n'êtes pas toute seule, c'est ça, et peut-être comment on peut essayer de réfléchir à en sortir. Voilà, moi, c'était ça qui était important pour moi. C'était vraiment, je le dis, je pensais vraiment comme un essai, une porte. Tu vois, une porte, et les gens qui veulent approfondir, ils peuvent. Les personnes, parce que je connais plein de gens qui sont très qualifiés pour parler de ces sujets, qui ont fait des mémoires, des thèses là-dessus, ils pourront apporter ensuite, tu vois, elles pourront d'ailleurs apporter compléter, approfondir, voilà. Mais il faut aussi un truc qu'on puisse passer entre copines, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi donc la couverture que tout le monde adore, qui a été réalisée. Tu peux nous la décrire pour les personnes qui nous écoutent ? Bien sûr. Alors, la couverture a été réalisée par Ina Hunt, qui, j'adore son travail, c'est une illustratrice de talent. Et en fait, la couverture, c'est un corps de femme noire et grosse, dont les vergetures sont apparentes. Donc, elles sont jaunes sur sa peau un peu marron. Et en fait, donc le fond est violet. Et en fait, elle danse. Elle a un visage très joyeux. Et c'était important pour moi, d'ailleurs, de faire cette couverture-là, parce que le titre est dur. Je suis votre pire cauchemar. C'est un titre marquant. Enfin, moi, je le trouvais dur au début. Je l'ai trouvé dur. Enfin, il m'a fallu un temps pour l'accepter, ce titre. Et du coup, je voulais vraiment faire une opposition entre ce titre-là et la couverture. Parce que c'est vrai que, pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous invite bien sûr à aller regarder la couverture, à la visualiser. Mais c'est marrant que tu fais bien de le dire, parce que je pense que c'était parmi les prochaines questions que j'allais te poser. Tu as vraiment le sentiment d'être dans un rêve, en fait, et pas dans un cauchemar. Quand tu vois cette couverture, toi, tu es là, puisque c'est
Ça me représente. Ça te représente. C'est inspiré par mon corps, évidemment, et moi. Du coup. Et t'es là, tu flottes avec un regard très... un air très apaisé, serein. C'est très fort, cette couverture est très forte. Bah, déjà, je pense que c'était... Alors, déjà, pour resituer un peu comment je vis mes couvertures, et j'espère que je vais pouvoir continuer à faire ça, il y a 2 choses. Première chose, dans mon recueil de poésie, c'était pareil, c'était un visage de femme noire, donc c'était une peinture qui reproduisait une photo de ma mère. Et donc, il y avait un truc très important pour moi de dire... je veux qu'il y ait des figures de femmes noires, et en même temps, et toujours ce jeu un peu avec le titre, de dire, donc à nos humanités révoltées, c'est pas parce qu'il y a des femmes noires en couverture que tout le monde peut pas se voir. Parce qu'il y a un truc un peu comme ça chez les éditeurs, chez les gens qui produisent un peu de la culture, oui, c'est un peu de niche. Bon, je suis un peu de niche, je reste quand même une poétesse, mais c'est un peu de niche parce que les gens se représentent pas sous-titres. Voilà, c'est ça. Ouais. Sous-titres, les blancs peuvent pas s'identifier à des personnes qui sont pas blanches. En gros, ce qu'on a beaucoup dit à pas mal d'autrices noires, justement. Exactement. Et donc, on fait des couvertures pour essayer d'effacer le fait que ce sont pas des personnes blanches. Bref. Et moi, j'avais un peu cet angle de dire non, les noirs, les femmes noires peuvent représenter l'humanité. Et un peu aussi un truc de confiance envers les lecteurs et les lectrices, de se dire ils peuvent se voir en nous. Tu vois, moi, je vous fais confiance. Je fais confiance aux blancs et aux blanches pour se voir en nous, tu vois. En tout cas, certains, tu vois, et certaines. Ouais. Donc, du coup, il y a déjà cette première chose-là. Et pour cette couverture en particulier, encore une fois, c'est un essai. Voilà, c'est un essai qui parle de choses quand même assez intenses, politiques, très personnelles, pas simples, il faut dire les choses. Et je me suis mise à la place du lecteur, en fait. Je me suis dit, de manière très triviale et prosaïque, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ouais. Ou d'une manière... Notez cette expression, quand même. Ou d'une manière un peu plus politiquement correcte, je dirais. Non, même pas politiquement correcte, c'est pas parce que on écrit des trucs de gauche, c'est pas parce qu'on écrit des trucs très sérieux, parce que je parle de colonialisme, je parle d'esclavage. Qu'on peut pas mettre de paillettes. Et qu'on peut pas mettre de douceur, de joie, de beauté, de lumière, de... Voilà. On a le droit aussi d'avoir des trucs cool. Et puis je me suis dit, moi j'ai envie que ce soit un livre où les gens se disent, je suis contente de l'avoir. Tu vois, je suis contente de l'avoir. La couve, elle attire. Ouais, c'est un bel objet. Ouais. Tu vois, c'est un bel objet. Parce qu'il y a aussi une idée du respect du lecteur et de la lectrice. Tu vois, de se dire... c'est l'inflation, c'est pas simple pour tout le monde. Si on achète un bouquin, il faut qu'il soit beau aussi, tu vois. C'est clair. Et c'est un essai en plus, donc voilà, tout le monde n'a pas envie forcément de se taper un essai. Enfin bon, bref. Donc il y avait toutes ces réflexions-là c'est important. La forme est importante aussi. Il faut... je crois en la beauté, je crois qu'il faut aussi donner un peu de douceur et de joie aux gens, tu vois. Pas d'un côté un peu saltamanque, même si je suis artiste, tu vois, mais plus d'un côté... il faut une belle couverture, quoi. Et en France, je trouve qu'on a un peu un problème avec les couvertures. Donc, du coup, disons-le, tu vois. Et j'ai eu la chance de tomber sur 2 maisons d'édition qui étaient en mode, OK, on y va. Tu vois. Ouais, c'est cool. Donc, mais c'était vraiment une réflexion importante pour moi, ça. Je comprends. Et effectivement, elle marque, en fait. Elle marque. Elle est très chouette. Très, très chouette. Pour ce qui est à l'intérieur du livre, revenir là-dessus, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de toi, de ton parcours, de ton engagement, etc. Bien sûr. Quel est le message clé de ce livre pour toi ? Alors, c'est intéressant parce que du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Question tellement triviale. Non, mais dans le sens... Non, pas du tout. Dans le sens... comme il y avait plusieurs messages qui se bousculaient, je me suis dit, je pense qu'un des messages clés, c'est on a tous et toutes le droit à la douceur, à la joie, au bonheur, à la sécurité et à la dignité. Et ça paraît un message un peu banal, et j'en parle un petit peu du côté genre Miss France, etc. Et en fait, non, ça l'est pas. Parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on remet en cause énormément de choses dans notre société, en fait. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent plus mourir dans la Méditerranée, et voilà. Ça veut dire qu'il y a des personnes... On peut pas discriminer à l'emploi, ça veut dire qu'il faut repenser
à la manière dont on répartit les ressources, que ce soit les ressources financières, sociales, etc., naturelles, exactement. Moi, j'avoue que je ne suis pas la plus écolo du monde, mais il y a aussi ce côté-là. Il y a vraiment il faut repenser la manière dont on vit nos sociétés. Et les corps gros, c'est un point d'entrée, parce que moi, j'ai voulu parler voilà, du fait d'être une femme noire grosse. Mais la discrimination et la marginalisation des corps, elle est rendue possible parce qu'on considère que parce qu'on ressemble à telle personne, on n'a pas le droit à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la joie, la protection, la sécurité, la dignité, une belle vie, en fait. Et ça, c'est fondamental, en fait. Moi, je ne considère pas que ces choses-là doivent être des privilèges. Ouais. Je suis bien d'accord. J'ai réfléchi avant de venir ici. Je dis qu'on est chez toi et c'est très cool d'ailleurs. Merci. J'aime beaucoup. Je suis venue à pied, il pleuvait, mais j'ai été réconfortée avec une tisane à l'hibiscus, donc je suis vraiment super contente. Allez. Quel bel accueil. Merci. Non, je suis ravie. Non, je me disais sur le chemin, justement, en venant, je préparais un peu l'interview dans ma tête. Un peu plus que ce que j'avais déjà prévu de te poser comme question, mais je me disais, tu vois, la grossophobie, il y a un thème d'entrée que l'on traite assez facilement. Là, je me mets vraiment du côté des décideurs, décideuses publiques, vraiment côté politique publique, tu sais que c'est ma passion. On ne traite pas de la question de la grossophobie en politique. Non. On parle d'un tas de discriminations, heureusement d'ailleurs, du racisme, du sexisme, etc. Mais la question de la grossophobie n'est absolument pas abordée. La seule façon de l'aborder, c'est une façon vraiment de santé publique. Et tu le dis d'ailleurs très très bien dans ton livre. J'ai beaucoup aimé le passage où tu parles de « mais t'es en mauvaise santé, mais fais attention à ta santé, ceci, cela », qui est une hypocrisie totale. Bien sûr. Donc on s'enferme là-dedans. Je veux dire, elle est où en fait la proposition de loi sur le fait de reconnaître la grossophobie comme une discrimination à part entière, tout à fait, pénalement répréhensible? Tout à fait. Comment on fait émerger ça dans le débat politique? Alors on a la chance en France d'avoir un groupe qui s'organise, qui s'appelle le Gras Politique, dont je parle dans mon livre, qui propose justement des actions non seulement pédagogiques, mais aussi qui ont proposé... Il y a un festival. Oui, il y a un festival. Bon, là, il a pas lieu, je crois, cette année, mais il y a eu un festival auquel j'ai participé. Puis il propose aussi des actions à destination des médecins pour les sensibiliser à la question de la grossophobie, qui est importante dans les soins, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de grossophobie, on parle d'obésité. On parle du problème du surpoids, qui est considéré comme quelque chose de mauvais, pour les raisons que je peux définir. Et du coup, la manière dont on en parle, à mon sens, ne permet pas de voir cette façon et de voir, comment dirais-je, des propositions de loi contre la grossophobie émerger. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est un problème à régler. La grossophobie, c'est pas un problème à régler, en fait. On va dire que la grossophobie, c'est un peu... c'est un peu genre le côté un petit peu... Comment dirais-je ? C'est dommage, disons que c'est quelque chose de dommage, mais en même temps, vous ne devriez pas être gros. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est difficile de faire émerger la grossophobie, de dire, c'est pas parce qu'on est gros qu'on doit être maltraité, en fait. Maintenant, et je le dis, je pense un peu dans le bouquin, je suis pas en train de dire que tous les gros sont en bonne santé, parce que je dis pas que toutes les personnes sont en bonne santé. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup ce discours-là de prouver que comme t'es gros, t'es censé être comme l'ISO, à faire de la flûte traversière, danser, prouver que non, vous inquiétez pas, je suis en bonne santé, etc. Je peux faire, Voilà, je peux le faire. Parce qu'il y a un côté, justement, je suis gros, je suis en bonne santé, donc me traitez pas mal. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, même quand on est gros et qu'on n'est pas dans la merde des santé, on doit être respecté. Je comprends pas comment on peut justifier... si je comprends, mais ce côté-là un peu, du coup, il faut justifier... on le traite pas parce que on traite pas la grossophobie parce qu'en fait, le problème, c'est l'obésité. C'est problématique et c'est gênant. Et surtout, c'est des choses qu'il faut dissocier, en fait. C'est des choses qu'il faut totalement dissocier. Et puis même, par ailleurs, ne pas traiter la grossophobie, ça a des conséquences aussi. Et j'en parle, ça a des conséquences aussi de santé publique.
ça a des conséquences sur la santé mentale, psychique, ça a des conséquences matérielles, parce que si on a plus de mal à être recruté, ben forcément, du coup, on va avoir avoir accès à de l'argent sera plus compliqué, notamment quand on est une femme, mais je pense aussi quand on est un homme, et je pense pas que pas avoir de boulot, ça va arranger les questions de santé, quelles qu'elles soient. On va être éloigné des soins. Enfin, donc du coup, il y a toutes ces questions-là qui sont un peu en mode... la grossophobie, c'est pas juste être sympa avec des gros. Ça a des vraies conséquences aussi de santé publique qu'il faut traiter, en fait. Et ensuite, on peut quand on pourra régler cette question-là, quand on aura différencié cette question de la prise de poids et comment... Chez certaines personnes, on va pas mentir, ça peut avoir des impacts physiques, de santé. Quand on aura traité d'abord la grossophobie, on peut les traiter de manière simultanée, là, je serai un peu moins crispée dès que j'entendrai oui, bon, on fait un truc on fait un truc contre l'obésité, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Mais malheureusement, le problème, c'est que vu qu'on a considéré que c'était un problème de santé publique, l'obésité, d'être en surpoids, bah, bien sûr que non, on va pas se dire, bah, les gens qui sont en surpoids, ouais, ils prennent cher. Parce qu'on les a aussi déshumanisés. C'est exactement ça. On les a déshumanisés, en fait. C'est juste des personnes qui sont... J'ai envie de dire... Après, je ne suis pas spécialiste dans la question du validisme, etc. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer. Mais en plus, et je le dis dans le livre, si c'était vraiment juste une question de santé publique, il y a plein de choses, du coup, qui seraient facilitées, entre guillemets, pour les gros. Si c'était vraiment une question de... On veut prendre soin des personnes qui sont grosses. Mais... Non, maintenant, je sais qu'il y a des petits trucs un peu genre sport obésité. Enfin, il y a des cycles où on permet aux gens qui sont peut-être en surpoids de comment dirais-je, de bénéficier de trucs de sport, etc. Mais moi, je pense que ça devrait être un truc qui est vraiment... si on considère que vraiment la question du surpoids, c'est une vraie problématique de santé, ben, je pense qu'on l'aborderait même pas de cette manière-là, en fait. Mais bon, après, voilà, ça c'est mon avis. Je pense que déjà, faudrait déjà distinguer les deux choses. Et c'est clair. La discrimination grossophobe, ça a des vrais impacts. Bien sûr. Et ça rend pas les gens plus minces. En plus. Est-ce qu'on lancerait pas genre une mission d'information à l'Assemblée ou un truc dans le genre là-dessus? Bah franchement, ouais, grave. Mal, hein. Ouais, franchement, ce serait... S'il y a des députés qui nous écoutent. Ben, invitez le gras politique. Au boulot, hein. Ouais, et en plus, vous avez des ressources. Ouais, là, il y a des ressources, il y a vraiment des choses. Enfin, on peut plus se cacher derrière le fait que tout est écrit en anglais ou je sais pas quoi. Il y a des choses, il y a des groupes qui se mobilisent. Il y a vraiment des vraies choses à faire, quoi. Ouais, carrément. Et il y a d'autres choses. Enfin, après, tout est mêlé. Pour moi, tout est mêlé. Il y a aussi la question des troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi la question de la représentativité. Il y a aussi la question de la pub. Bah oui, tu parles de représentativité. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis il n'y a pas de femmes qui sont grosses en politique. Bah, en même temps, vu comment il faut voir comment... On ne peut pas être d'accord sur tout, mais il faut voir juste comment on traite Raquel Garrido. Hein, exactement. Qui a un peu en surpoids, qui est un peu exposé. C'est ahurissant. Alors que les mecs en surpoids, personne ne les gêne. Tout le monde s'en fout. Parce que Gérard Larcher, ça le fait rire, quoi. Bah ouais. Bah, après, il est victime de grossophobie. Bon, après, moi, c'est une manière très arbitraire. Je veux dire, écoute, bon... Mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu plus indulgent, ou alors c'est pas la même façon. C'est moins... comment dire, c'est tout aussi violent, mais c'est pas amené de la même manière, tu vois. Non, moi j'ai l'impression que quand on parle de Gérard Larcher et du fait qu'il est en surpoids, on est plus en mode on va se faire une bonne bouteille avec Gérard et puis on va se faire un bon gueuleton, alors que Raquel Garrido, tout de suite on tombe vite dans les insultes. Je pense que, après, je vais te dire, je vais être totalement arbitraire, ce sera peut-être injuste, mais après tout, je suis une être humaine, je suis pas Jésus, je suis pleine de contradictions. Je pense que le truc, c'est que je pense pas que ça a écarté Gérard Larcher ça l'écarte pas du pouvoir. Je pense que par contre, les femmes grosses, ça les éloigne énormément du pouvoir. Mais évidemment, c'est pas juste la grossophobie, parce que la grossophobie, c'est souvent adossé à d'autres grosses discriminations comme le racisme ou le sexisme. Raquel Garrido, c'est une femme. Bon, elle est blanche, mais ça reste une femme. Et c'est une femme de gauche. Donc forcément, il faut voir comment on décortique les femmes de gauche. Et les femmes... Alors, elle est un petit peu parce que elle est pas mince. Disons plutôt les choses comme ça. Elle est pas mince. Et là, tout de suite, on va la critiquer sur tout et n'importe quoi, en fait.
Donc maintenant, ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout ce que dit Raquel Garrido. Moi, c'est pas forcément mon cas d'ailleurs. C'est pas la question. Ni Gérard Larcher. Hein. Non, ça c'est clair que c'est pas ça c'est clair que je suis pas d'accord avec lui. Mais bon, du coup, bon, voilà. Après, c'est sûr que l'apparence des femmes dans l'espace public, tout de suite, ben forcément, on utilise cette apparence-là pour les rabaisser, pour les disqualifier. Pour les disqualifier. Et ça aussi, j'en parle un petit peu dans mon livre. En tant que personne grosse, je crois au fait du savoir des marges. Donc, ça veut dire que quand tu as la marge, tu vois tout. Tu vois, tu peux voir un peu le monde. Et c'est un peu ce que je pense, en tout cas. Ça veut pas dire que tu as un savoir inné, mais ça veut dire que, voilà, tu vois aussi des mécanismes. Je peux pas m'empêcher aussi de penser que même les femmes qui sont dans les purs codes de beauté, et ça j'en parle aussi, qui auraient le petit privilège, entre guillemets, qui auraient accès à plus de ressources, en gros, du fait qu'elles appartiennent à certaines normes. On va pas dire que c'est faux. Il y a peut-être certaines ressources qui tombent plus facilement chez les femmes, comment dirais-je, chez les femmes conventionnellement belles que chez les femmes qui sont totalement hors de la norme des codes de beauté. Ça, c'est évident. Maintenant, faut voir la violence aussi. Non pas pour dire c'est la même chose, pas du tout, mais au final, quand t'as pas le pouvoir, enfin pour moi, je pense pas qu'elles ont du pouvoir en fait. Elles ont pas le pouvoir. On leur donne des miettes. C'est sûr que quand t'es affamé, tu te dis moi aussi j'aimerais avoir les miettes, mais c'est pas faux. Ça reste quand même des petites miettes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est ça c'est ça qu'on vante comme étant l'idéal. C'est ça aussi que je me dis, donc, bon, d'accord, oui, elles ont des miettes et moi, je suis affamée, ou pourquoi pas, c'est vrai. Et parfois, ça fait mal dans des relations interpersonnelles ou dans les relations amoureuses, etc. C'est sûr que ça fait du mal. Mais il n'empêche que le trophée, c'est quand même des miettes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est juste des miettes. Ok, tu vois, donc tout cet effort pour avoir des miettes. Ouais. Non, enfin, franchement. Clairement. Pour revenir un peu à toi, à ton parcours, moi, ça fait quelques années que je suis ce que tu fais, qu'on se connaît un peu. Ouais. Ça commence à faire quelques années. C'est clair. Mon Dieu. En fait, oui. Mais c'est cool. Je te trouve très engagée. Toujours. Je me tape des barres en te suivant sur Twitter parce que tu t'épargnes personne. Tout le monde se prend des balles. Justifié. Attention. Hein. Et tu as toujours eu ce positionnement très politisé. Très, très politisé. Ça vient d'où, ça ? Je pense que c'est la faute de mon père. Je pense qu'il faut blâmer mon père. J'ai passé des dimanches à débattre avec lui pendant des heures quand j'étais à partir de 13 ans. Je pense que l'un des premiers déclencheurs, ça a quand même été, je pense, les émeutes de banlieue. Je suis partie juste avant, mais j'habitais dans le 93, j'habitais à Blanc-Ménil. Et du coup, j'ai beaucoup en fait, il y avait aussi un truc je venais de déménager, j'étais pas dans l'endroit, dans mon territoire, en fait, parce que j'ai grandi dans le 93 jusqu'à 13 ans, du coup. Et du coup, je me suis j'ai vu ça qui arrivait. Et ça a été une politisation aussi. Parce que j'étais pas chez moi, mais j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et quand tu regardais les médias, t'avais l'impression que il y avait le feu partout. Bon, c'est clair qu'il y avait des émeutes, on va pas mentir. Enfin, il y avait un soulèvement populaire, ça c'est sûr, on va pas mentir. 2005 du coup. 2005, pour situer, 2005 effectivement. Mais bon, donc il y avait ça, il y a mon père, et je pense aussi. Du coup, t'avais quel âge sans indiscrétion ? 13 ans à peu près. J'avais 13 ans. 13, j'avais 13 ans, okay. 13 ans, je venais d'avoir 13 ans à peu près, puisque je suis née en 92. Et donc ça a été quand même un petit déclencheur politique. Et j'ai eu la chance d'être avec des parents, ou le privilège, peu importe, qui... un petit privilège, vraiment. Mais qui nourrissaient... à l'époque, une grande appétence pour l'actualité. Donc, ils m'ont beaucoup poussé à lire des quotidiens. Donc, je lisais le Petit Quotidien. Puis après, on a commencé à lire Le Monde parce que mon père recevait Le Monde. Ouais, donc du coup... Et après, et mon père était très... Quand t'as commencé à lire Le Monde, à quel âge ? Je sais pas, 14 ans peut-être. Je comprenais pas grand-chose, mais je lisais un petit peu, tu vois. Excellent. En plus, c'était horrible, on comprenait rien. mais j'ai encore un peu du mal parfois. Je te jure. Bon là, franchement, le graphisme est beaucoup mieux parce que je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait pas d'image. Moi, j'étais en PLS. Non, je le lisais pas à l'époque, je crois.
Mais je pense que, voilà, mon père, je regardais des débats à la télé, et mon père, je me souviens, il y avait Zemmour d'ailleurs à l'époque. Bref. Déjà Bah ouais, c'était sur iTélé, à 15-16 ans, il était déjà allé sur là. iTélé. Je me souviens, il faisait des débats avec non, c'est pas deux mots, bref, peu importe. Et du coup, en fait, mais ils m'avaient déjà habitué, tu vois, depuis 10 ans, je lisais le Petit Quotidien. Donc après, tu vois, je lisais peut-être le truc en haut, et puis après, du coup, c'était un peu... ça fait partie de ton éducation. Voilà, c'était un peu logique en fait, tu vois. Et puis en plus, mon père était à chaque fois qu'on avait des débats, il a toujours dit que j'étais idéaliste et c'est vrai, j'ai toujours pas changé. Et il disait tout le temps, il faut que tu peux pas dire des trucs comme ça en gros, faut que tu ailles lire des. Faut que t'argumentes, faut que tu ailles chercher. Il disait pas des sources, mais un peu, tu vois, il faut que t'ailles. Faut étayer. Enfin, tu peux pas juste dire des trucs comme ça. Donc voilà. Et donc, j'ai eu cette éducation-là. Et en parallèle, puisque mon frère, c'était un peu différent, même totalement différent, puisque comme on sait. Enfin, il y a une étude qui a été montrée, les filles issues de l'immigration réussissent plus que les garçons. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais. Je sais pas, j'ai une théorie qui est il y a un côté moins un peu sexiste, hein, mais c'est plus facile d'intégrer vos filles en gros. Moi, c'est ma théorie, mais bon, bref, peu importe. Et du coup, moi, dans ma famille, c'était un peu ça. Je suis celle qui a été le plus voilà, qui avait des facilités à l'école, qui prenait les codes de l'école très facilement. Donc ça a été. Et puis je faisais des débats avec mon père pratiquement tous les dimanches, je crois. Donc du coup, j'ai aussi, je pense, eu l'habitude de débattre et de m'intéresser à la politique. D'où Twitter. Voilà. Non mais Twitter, it was the worst, tu vois. Mais là, j'ai arrêté, je suis à la retraite des débats parce que ça m'a fatiguée. Mais du coup, il y a aussi un côté... Enfin, c'est important aussi de comprendre que... Bon, déjà, il y a ça. Et il y a mon frère aussi, que le voir être discriminé. Alors que moi, j'étais dans un milieu... Lui, il n'était pas forcément dans ce milieu-là. Donc, comme quoi, tu vois, dans une même famille, il peut y avoir des choses différentes. C'est clair. Et moi, j'étais dans un milieu de classe moyenne, entouré de personnes blanches, en général, quand même. Quelques noirs, mais on était genre 3 ou 2. Mais sinon, il y avait beaucoup de personnes blanches. Lycée général, etc. Et mon frère, non. Et en fait, je le voyais comment... La différence de traitement de ouf. De traitement entre mes amis blancs et lui... où il se faisait contrôler 7 fois par jour ou 5 fois par jour. Et moi, je voyais des gens, ils n'étaient pas parfaits, non. Enfin, je dis pas que mon frère est parfait, tu vois, mais je dis juste que eux non plus, ils n'étaient pas parfaits, mais ils n'avaient pas du tout ce traitement-là. Même à l'époque, mon frère, il faisait quelques bêtises, mais pas des trucs... Et je voyais des choses, tu vois, où je me disais, mais attendez, moi, je vois des gens, ils se comportent ils ont aussi des comportements répréhensibles, d'ado ou pas, mais ils se font pas contrôler 7 fois par jour. Ils sont pas contrôlés, en fait. Ah ouais. Donc ça a vraiment nourri, tu vois. Et le fait de débattre avec mon père, je dois lui rendre quand même ça hommage. Je lui rends hommage à ça. Mon père est très taquin. Mon père est pas comme moi, il est de centre droit. Mais mon père m'a beaucoup respecté. Dans mon débat. Dans ton développement politique, idéologique. Ouais. Et même dans mon fait de prendre la parole. Ouais. Tu vois, on a eu des longs débats, mais... j'ai pas le souvenir qui m'ait prise pour une idiote. Tu vois, il n'y a pas eu de... Ou en tout cas, il t'a pas donné ce sentiment-là de toute évidence. Et ça, c'est super important. Et du coup, en fait, tu sais, je suis partie aussi d'un principe de me dire, mais attends, mais moi mon père, il me traite pas d'idiote. C'est pas un random. C'est clair. Tu vois, qui va me traiter d'idiote, en fait. Ça joue de ouf. Ça joue, en fait, et ça te donne une confiance aussi. Absolument, ouais. Après, j'ai eu très peur de plein de choses, hein, au grand désespoir de mes parents. Mais... ils étaient quand même vachement encourageants sur ce truc-là. Je parle souvent de ma mère comme inspiration sur plein de choses, et j'en parle aussi dans le livre. Mais mon père, franchement, d'avoir quelqu'un qui débat tous les week-ends avec toi, que tu vois quand même comme incarnant le savoir, etc. Bien sûr. Et qui te fait pas te sentir bête, tu te dis, mais en fait, j'ai le droit de parler. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis légitime. Et en vrai, je pense que dans les familles, et j'ai remarqué ça après... C'est très genré, en fait, les gens qui parlent de politique. Souvent, c'est les mecs qui parlent de politique et les femmes qui parlent d'autres choses, tu vois. Sûr. Alors que moi, non. Moi, c'était moi qui parlais de politique avec mon père, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça a aidé. C'est clair. Vois. Certainement, ouais. J'ai un truc un peu similaire aussi. Ouais. Tu vois ? Ça va être de ouf. Et quand je parle à d'autres femmes qui sont un peu ce profil-là, pareil. Tu vois ? Souvent... Ma mère, c'est vraiment sur d'autres choses. J'en parle vraiment beaucoup dans le bouquin parce qu'elle m'a énormément apporté. Je pense que je ressemble énormément à ma mère. Mais vraiment, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses.
avant même que l'afroféminisme soit un terme, elle lisait déjà du Angela Davis quand elle était plus jeune. Elle a grandi à Paris. Donc, il y a plein de choses sur les codes de beauté. J'en parle aussi, tu vois, de la grossophobie, comment on la transmet, on l'hérite. Mais même sur ses réflexions, sur la représentativité des femmes noires, j'ai beaucoup hérité de ça. Mais quand même, il faut que je rende hommage à mon père sur la politique. Politique comme ça, là, tu vois, qu'on aime. C'était lui. C'était lui. C'était lui à fond. Intéressant. Ça fait un bon combo. En tout cas, c'est pas mal. Du coup, tu fais des études, tout ça, et puis tu deviens poétesse. C'est quand même... Attends, mais ça court pas les rues, quoi. C'est génial. Mais genre, comment? En fait, comment? C'est une vraie question. J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis que j'ai 7-8 ans. Depuis que tu lis Le Monde. Depuis que j'ai... Oula. Même bien avant. Bien avant. Quand j'avais 7-8 ans, j'écrivais des chansons. Je voulais être compositrice de musique. Enfin, Non, je voulais être parolière, en fait. Je voulais être parolière. Ouais. Pour qui? Maintenant, je sais pas. Iso, si tu m'entends? Yeah! Solange. Iso t'écoutes Popol, évidemment. Solange aussi. Of course. Écoute, on ne sait pas. Hello Solange. On t'embrasse. Can I write your next album? Mais pas one song, l'album complet. Attends, tant qu'à faire. Non, mais voilà. Donc, du coup, j'ai toujours voulu être un peu... Donc, tu vois, j'ai toujours écrit. Puis, à un moment, ça s'est arrêté quand on est revenu en région parisienne, proche région parisienne, plutôt. Ça s'est arrêté. Et du coup, j'arrivais plus à écrire. Avant, j'écrivais des trucs, tu sais, les trucs que t'écris quand t'as 15 ans, tu sais, de la rom-com. D'ailleurs, si un jour vous me voyez écrire de la comédie romantique, ne soyez pas surpris. C'est un truc qui date depuis toujours. Mais bref. Next bouquin. Non, peut-être pas encore, mais dans les quelques années, voilà. Non, je vais pas faire comme une certaine ministre qu'on connaît, non. Je vais assumer. mais du coup, j'ai découvert Maya Angelou. Donc, qui est l'écrivaine, je précise au cas où pour les gens qui ne savent pas, une grande écrivaine afro-américaine. Et aussi, j'ai lu, déjà, il y avait Instagram avec des poèmes très courts. Donc, ça te valorise aussi. Haïku de Castaner, tu veux dire? Non, absolument pas. T'as dit haïku? Je me dis oui, bien sûr, de Castaner. Bon. Sorry, tous les fans de Castaner. Je troll un peu, excuse-moi. Je savais même pas qu'ils étaient des haïkus. Bon, enfin, peu importe. Oh, si, he does. Seigneur. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que je suis revenue un peu à la poésie parce que c'était, tu vois, c'était une manière pour moi plus simple de revenir à l'écriture longue, en fait. Et j'avais toujours écrit, voilà, de la poésie. C'est ça qui sortait, en fait. C'est de la poésie. C'était un retour à l'écriture, un retour à la littérature, c'était via la poésie. Pour moi, ça faisait sens. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai sorti La Nos Humanités Révoltées, je me suis pas dit que j'étais poétesse quand je l'ai sorti. C'est quelques mois plus tard, une amie qui me dit « Mais tu sais que t'es poétesse ?» Elle a changé sa bio Twitter. Ouais, voilà, c'est ça. Je me dis, bon, écoute, ça sonne bien. Nouvelle bio. C'est ça, une nouvelle bio. Donc, voilà. Et donc, du coup, mais ça a pris du temps parce que je me souviens, mes 6 premiers mois, les gens me disaient, c'était mes amis qui me disaient, mais dis que t'as écrit un livre. J'étais là, oui, bon, d'accord. Enfin, ok, tu vois, who cares? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, tu me vois à 30 ans, tu m'as entendu à 26 ans. Voilà, il y a le syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on connaît, tu vois. Le fait d'avoir peur de sa propre lumière, qui n'est pas quelque chose juste de la personnalité, c'est la société qui nous fait avoir peur de notre propre lumière en tant que femme encore plus noire, grosse en France, enfin, tu vois. Bref, donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée à la poésie, c'est qu'en fait, j'en ai toujours écrit, mais là, ça faisait sens. Et je trouvais que c'était l'un des espaces les plus beaux. En fait, j'ai eu la chance aussi de rencontrer une maison d'édition qui était géniale, avec des super éditrices, qui m'ont dit un jour, mais tu sais que tu es libre, en fait. Tu sais que tu es libre. Tu sais, c'est un peu le côté un peu scolaire que tu as parfois. Quand tu écris pour toi, voilà, mais quand tu dois écrire un livre, tu vois, tu repenses un peu à tes marques, tu vois, c'est-à-dire la méthodologie, machin. Donc, tu fais un peu les trucs que tu fais de manière classique. Et en fait, elles m'ont dit, mais t'es libre. Et la poésie, c'est ça que... Enfin, je trouve que la poésie, pour moi, c'est synonyme vraiment de liberté. Liberté dans la forme et aussi liberté dans comment j'exprime le fond. Parce que je sais pas ce que
toi tu penses de ça. Je pense qu'en France, on a beaucoup de mal, et encore plus quand c'est des femmes, parce qu'on ne veut pas être juste rattaché à ça, on a beaucoup de mal à se dire qu'il peut y avoir à la fois émotion et réflexion. Il y a vraiment une distinction. Ah bah surtout en politique. Voilà, surtout en C'est politique. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient de se détacher de ça, qui sont en mode la rationalité à tout prix. Moi, j'ai envie de prouver que je suis comme un homme blanc. Et moi, je me reconnais. C'est dangereux en fait aussi. Moi, bah oui, parce que moi, tu vois, j'ai une théorie sur le fait que le fait de se couper de son corps, de se couper de ses émotions et de se couper de la terre, ça fait qu'on est dans un... Ça peut pas tenir. Bah tu deviens un robot, quoi. Bah tu deviens un robot, et puis tu deviens un robot qui exploite la terre, qui est pas en conscience de... Tu vois, c'est là où tu bascules totalement dans le cynisme, en fait. Ouais, et puis... Je pense que ça a aidé parce que le progrès, etc., mais... Et ça a aidé, hein, on va pas mentir, progrès médicaux, etc. Mais... C'est pas pour rien que là, on a du mal à se dire le changement climatique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour rien que nos relations et notre manière de nous connecter avec les autres, elles sont compliquées. C'est parce qu'on s'est coupé, en fait. On s'est coupé des autres et on s'est dit tout ce qui compte, c'est l'esprit, c'est le cerveau, c'est comment je pense. Alors que c'est pas ça l'humanité, en fait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. À l'inverse, les émotions peuvent être assez risquées en démocratie, tu vois, par exemple. Bien sûr. Quand, en tout cas, elles sont utilisées à mauvais escient, notamment quand je pense à des dirigeants et dirigeantes populistes, tu vois, bien sûr, qui vont venir exacerber de la haine. Et ça, donc les personnalités politiques qui disent « moi, je réfléchis de manière rationnelle ouais. », c'est vrai et faux. Tu vois, notamment chez les hommes, qui viennent convoquer des sentiments très forts, qui peuvent aboutir sur des situations excessivement dangereuses, les crimes de haine et compagnie, qui sont animés par un discours qui n'est absolument pas rationnel par ailleurs. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, tu vois, c'est super compliqué. En fait. Et puis c'est super hypocrite en fait. Ouais, c'est pour ça que parfois je me dis, on essaie de vouloir se détacher de quelque chose, mais comme tu le dis très bien, eux-mêmes ils sont pas détachés de leurs émotions. Eux-mêmes ils jouent sur leurs émotions. Enfin, ces personnes dont tu parles, ces dirigeants d'extrême droite qui justement en fait utilisent la peur, la colère et essayent de la diriger vers des groupes de population pour asseoir leur domination. Ils se servent des émotions. Donc, et eux-mêmes, ils sont parcourus par leurs propres émotions, en fait. Et par ailleurs, je pense que quelque chose qu'on oublie énormément, mais ça, c'est mon nouveau truc, et vous allez voir plein de choses là-dessus, que je vais essayer de produire et de concevoir comme espace. On a oublié que les mouvements de libération progressistes de gauche, il faut le dire les choses, que ce soit antiracistes, anticapitalistes, féministes, ou même écologistes, ce sont des mouvements quand même qui souhaitent la joie, qui est une belle émotion, tu vois, qui souhaitent la joie, qui souhaitent la solidarité, qui souhaitent la chaleur entre les êtres humains. Ah, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait de faire société. Le fait de faire société. C'est pas l'espèce, c'est la fraternité, la sororité, enfin bref, la solidarité en fait. Vivre ensemble. Le vivre ensemble. Point. Et ça, c'est des émotions. Et par ailleurs, ce sont des émotions très vives. Et très belle, il faut pas se dire... Qui permet de se mouvoir, qui permet d'avancer. Exactement, exactement. Vraiment créer, de se mouvoir, quoi. Vraiment de rêver, de construire, de militer. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas été dans un parti politique, mais je me dis, des gens qui tractent sous la pluie à 2h du mat', c'est pas des gens qui sont des robots. Ça n'a aucun sens rationnellement. Tu vois ? Qu'est-ce qui l'émeut sinon des émotions ? Et des émotions aussi collectives. Je sais pas si je pense que tu es déjà allé en manif plein de fois. Est-ce que tu te souviens un peu de l'électricité qui est en manif ? Ouais, c'est clair. Bouger sous le même pas, crier les slogans. Mais ça manque d'ailleurs. Ouais, bah je comprends. Parce que c'est compliqué maintenant de manifester. On a peur. On a peur, ouais. On a peur, mais... Ouais. Et la peur, pour moi, la peur, c'est le fondement. Enfin, et pas la peur genre, oh là là, la haine de haute. Non, la peur, c'est l'un des fondements des mouvements d'extrême droite et de droite. Qui joue justement sur une émotion. Ouais. Et sur la crispation des gens. Et de se dire, restez comme ça, et fermez-vous, etc. Et nous, ce qu'on doit proposer, c'est la joie. Parce que la joie, c'est l'expansion, c'est l'autre, c'est l'humanité.
Tu vois, le désir aussi d'être ensemble, quoi. Le désir. Ouais. La vie. La vie, en fait. C'est ça, ouais. Mais bon, ça, moi, je peux le dire en tant que poétesse kiff, et artiste. Le kiff, tu vois. Les bons moments. Bon, j'ai beaucoup de choses, beaucoup bonnes de choses à reprocher à Fabien Roussel. J'ai dit beaucoup, je m'attendais pas à ça. non, mais ce que je veux dire, c'est que son slogan, l'idée... Non, mais j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, énormément. Oui, mais le slogan, les jours heureux, c'est parce que ça veut renouer de manière maladroite. De toute façon, il faut bien tester des trucs, hein, tu vois. Je parle du slogan, je parle pas de plein de trucs. Mais ça veut renouer avec ce truc de la joie. Et si on oublie ça, on est foutu. Ouais, carrément. Comme Hamon en 2017 avec le futur désirable. Mais parce qu'en fait, c'est ça la gauche. C'est ça la gauche, en fait. Donc, du coup, et les écologistes, je trouve... Enfin, les écologistes. Les mouvements écoféministes, je trouve qu'elles sont quand même traversées aussi de cette joie. Et ce que je souhaite, mais ça c'est mon envie, c'est mon projet. J'espère qu'on me soutiendra là-dedans. Mais c'est de créer ces espaces de joie, parce que la joie c'est un moteur aussi grand que la colère. Et je sais qu'en tant que féministe et en tant qu'antiraciste, c'est très dur, parce qu'on est très en colère. Mais la colère, c'est de la joie frustrée en fait. Parce qu'on nous empêche de vivre notre meilleure vie, donc on est vénère. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois, bien d'accord. Tu me fais une transition là, parfait, parce que je voulais y venir. Ton engagement militant, antiraciste, féministe, il débute à quel moment à peu près ? Alors, je sais pas ce qu'on appelle engagement, parce que tu vois, j'ai jamais été dans des groupes. J'étais sympathisante, tu vois, mais j'ai jamais été dans des groupes, j'ai jamais une carte, etc. Enfin, si, je me souviens qu'une fois, j'étais allée au MJS, mais non, mais faut pas faire ça. Ouais, je sais, tout le monde m'a dit ça, genre 10 ans, 15 ans après, on m'a dit, j'ai fait ça une fois, genre. Je suis allée, je fais... Attends, c'était où ? Vas-y. Je sais pas, c'était dans 77, je crois. Ouais. Oh putain, en plus. Le shade pour la Seine-et-Marne. Non, mais MJS, c'est un délire, quoi. Ouais, voilà, c'était spécial. Genre, j'y allais en me disant, ouais, ça va être comme mon père, mais x10. En fait, non, c'était des gens qui voulaient... Je comprends, on veut le pouvoir, mais moi, c'était pas mon truc. Ouais. Et du coup, ça, je pense que vraiment, le moment où ça émerge... Alors déjà, il faut savoir un truc. Quand j'étais petite, dans les toilettes, il y avait une affiche avec le texte de Martin Luther King, en anglais. Et je la chantais. Chez tes parents, non ? Ouais, chez mes parents. Okay. Pas à l'école. Non, pas à l'école, non. Dommage. Non, bien aimé. Vous devriez le faire. Mais j'ai une lueur d'espoir. Non, mais ouais. Donc, non, c'était pas à l'école. C'était, ils avaient une énorme affiche et je me souviens, je chantais avec moi alors que je savais pas ce que ça voulait dire. Et un jour, j'ai demandé à mes parents, alors bon, je suis en train de chanter, mais en fait, ça veut dire quoi ? Et donc, ils m'expliquent et tout. Donc, déjà, puis il faut savoir, l'engagement politique, quand t'es noir... En général, ça commence très tôt parce que tu as des discours de va falloir en faire 2 fois plus, voilà, va falloir que tu te battes parce que tu es une personne noire, tu es une femme noire. Et ma mère, elle me disait, toi en plus, elle disait à mon frère, t'es un homme noir donc c'est chaud. Et puis elle me disait, alors en plus, toi t'es une femme noire donc laisse tomber. Donc du coup, ça commence quand même. Enfin, tu vois, l'éveil politique, je pense qu'il est très tôt. Après, il y a un deuxième truc qui se passe, c'est que je suis pendant très longtemps, j'étais en mode. Parce que je vivais dans le 93 et mes parents m'ont beaucoup protégée malgré tout, ils m'ont protégée, je pense. Et donc j'étais très dans un truc et je suis pas un homme noir, donc j'ai pas une rencontre avec la police qui arrive très tôt, tu vois, contrairement, voilà. Et donc du coup moi je me disais mais non, mais c'est bon, le racisme c'est fini, tu vois. Ouais, genre, enfin pas le racisme c'est fini, mais genre c'est bon, on a avancé, etc. Et en fait, de voir comment on traite mon frère, c'est le choc. Après, il y a un deuxième... Il y a l'élection d'Obama. Je suis ravie, donc ça, j'ai 16 ans. Et je me souviens que mon prof, il me dit bon, c'est un peu spécial, mais il me dit... bon, j'étais un peu la grande gueule de politique, de politique de la classe. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Bizarrement. Mais en fait, je m'ennuyais, sauf quand il y avait des débats. Donc, j'essaie toujours de déclencher des débats pour me dire, bon, comme ça, on n'écrit pas, et puis au moins, j'apprends des trucs, tu vois. Pas mal, ça. Bonne technique. Eh oui, attends, pensez-y. Ouais. Mais du coup, je me souviens que notre prof d'histoire me disait, bah, tu dois être contente, Obama, il a été élu. Et moi, j'étais en mode, bah ouais. De ouf. Donc, du coup, voilà. Et puis après, je pense qu'il y a une deuxième réalisation de me dire, je commence à lire sur l'histoire de l'esclavage. Enfin, mes parents m'en parlent, mais tu vois, là, je commence vraiment à lire là-dessus. Je commence à lire sur l'histoire du Cameroun. Un petit peu. Et donc, en fait, je me dis, ah oui, donc en fait, mes parents parlent français à 6000... Enfin, il y a plein d'ancêtres qui parlent français à 6000 km, c'est quand même pas normal. Et ça arrive vraiment quand j'arrive à la fac. Parce que ce qu'on apprend de la décolonisation, bon, peut-être que ça a changé maintenant, mais
moi, quand j'étais en classe, la décolonisation, c'était problématique en Algérie, c'est tout. Peut-être aussi un peu entre guillemets Indochine, mais pas en Afrique noire. Parce qu'il y a une distinction Afrique noire, bref, peu importe. Et donc là, j'apprends en fait. Là, je découvre. Là, je vois en fait vraiment les racines en fait des oppressions. Puis je suis féministe. Enfin, au début, je pense que des filles de ma génération, elles ont souvent dit moi je suis pas féministe, mais bon, elles ont pas tort. Certainement, ouais. En tout cas, moi je me souviens à 17 ans, je disais tout le temps ça, je disais non mais moi je suis pas féministe, mais elles ont pas... mais elles ont pas tort, franchement, voilà. Et en plus, moi, je suis noire, donc je disais, c'est pas un peu validiste de dire ça, mais je disais, j'ai un double handicap, parce que je reprenais aussi les discours de ma mère, quoi. Et voilà, et donc du coup, je pense que tout ça... Enfin, tu vois, en fait, tu baignes déjà un peu dans un environnement politisant, quoi. Ça, ta vie, en fait. Ouais, c'est ça, ton existence. Mon existence, l'existence de mes parents en France, comme migrants, putain, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, comme personnes qui ont migré, ma grand-mère, mon frère, tu vois, tout ça fait que ça te politise, quoi. Puis toi, après, t'es une femme, tu te dis, ah non, mais attends, c'est quoi ça? Enfin, je me souviens que je rentre dans un forum, le forum de Mademoiselle, je me souviens. Et à l'époque, le forum de Mademoiselle, c'est un espace de politisation très, très important. Je pense que justement, ils ont dû peut-être virer plein de gens parce que c'était très politisant. Là, je rencontre des féministes... Enfin, il y a des féministes matérialistes qui parlent, il y a des féministes queer, en fait, dans la communauté du forum. Pas le site en tant que tel, mais vraiment le forum. Féministes anarchistes, des antiracistes. Et puis après, je vais sur Internet, puis là, je vous dis... Je découvre le black feminism, donc le féminisme noir américain, puisque c'est celui-là d'abord qu'on connaît, avant l'anglais ou celui d'Amérique du Sud, ou féministe africain, bref, peu importe. Bon, bref. Et donc voilà, j'écoute tout ça, et tout ça, ça me fait me dire, ah mais attends, mais là, j'ai aussi toute la légitimité, parce qu'en fait, là, j'ai le corpus de texte qui sous-tend ce que je sens déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et donc voilà, puis après... on commence... Donc, du coup, je me souviens, à ce moment-là, il y a les printemps arabes, il y a la loi... Donc là, bon, je suis déjà politique, j'ai un peu en manif, tu vois. Pas pour les printemps arabes, mais je me souviens pour la loi pour le mariage pour tous. Donc, je vais un peu en manif, etc. Côté manif pour tous, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ça va de soi. Non, pas de ça chez nous. Je défendais Hollande, c'est dire... ouais, quand même. Non, bah, mais pour ça, ouais. Bah oui. On est d'accord. Bon, enfin, je le défends. Bon, rétrospectivement, je me dis, mais ça a duré beaucoup trop de temps pour ce que c'était. T'aurais pas... Enfin, bon, bref, peu importe. Genre, tu nous as fait un petit parti à la... Enfin, bon, bref, passons. C'est un autre sujet pour un autre moment. On t'embrasse, François, si tu nous entends. Si tu nous écoutes. Le on est très... est très ambitieux, mais ok. Ouais. Fidèle auditeur de Popol, par ailleurs. On sait pas, hein. Bon, enfin, donc, du coup, voilà. Et puis après, je sais pas si tu te souviens, mais sur Twitter, il y a le direct Anne. Donc, on suit, en fait... comment dirais-je, je suis un peu les débats parce que j'adore Taubira. Je me souviens que c'est à l'époque où j'ai commencé à découvrir Acropolis, ce truc random. Jean, ouais, j'allais dire genre maintenant le gars a percé, mais à l'époque je me souviens genre de ouf. je me souviens je regardais Acropolis un petit peu à l'époque parce que je voulais suivre en fait. Ah ouais, c'est là que tu sens que c'est vraiment genre tu tapes dans il y a quelques années parce qu'Acropolis feu quoi. Mais oui. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous le citer aujourd'hui. Ah tu vois comme quoi. Faudrait faire un sondage. Mais... tu vois, un peu peut-être. Ouais. Est-ce que je me souviens, il parlait de ça parce que moi j'avais pas forcément ces compétences-là et puis voilà, à ce moment-là vraiment j'avalais l'actualité, je lisais tous les trucs. Maintenant beaucoup moins. Je comprends tellement ma mère maintenant parce que tu prends un peu plus de distance. Pour créer en fait c'est impossible sinon. Tu peux pas créer en consommant constamment de l'actualité. Toujours dans le flow. Ouais. Très négatif en plus, tu vois. En même temps, le monde est compliqué, tu vois. Bien sûr, c'est important. Je pense pour la psyché, c'est pas normal en fait d'absorber autant de négativité tous les jours. Je pense pas que ce soit. Je suis d'accord. Tu vois, je pense qu'avant, non pas qu'avant c'était mieux, tu vois, mais. Il y a une certaine distance en tout cas en matière de temps aussi. Là, on est dans l'immédiateté. Exactement, tu vois. Les notifications Le Monde, les notifications Mediapart, les ceci, les cela, c'est clair. Moi, j'ai tout désactivé parce qu'en fait, en plus, ça te permet pas de... C'est paradoxal parce qu'en même temps, ça te permet pas de t'ancrer aussi dans le réel. Non. Et tu vois, moi, en tant que... juste savoir pour savoir, quoi.
Exactement. Voilà. Et puis, Avoir tout l'info. devient un peu un truc super immédiat, super clash, etc. Bon, enfin, peu importe. Et donc, tout ça pour te... Enfin, non, pas peu importe, mais bref. Et donc, du coup, tu vois, tout ça fait que... Ensuite, je découvre... Tu vois, il y a les marches pour Trayvon Martin. Tu vois, un peu, genre, je vais sur Twitter et du coup, là, je découvre tout un monde aussi. Et donc, du coup, ensuite, moi, je commence à beaucoup parler, justement, des questions d'antiracisme. Et parce que j'ai la chance de pouvoir bien lire, entre guillemets, l'anglais. Donc, je relève beaucoup de choses, en fait, sur ces questions-là. Du coup, ça t'ouvre plus de sources, bien Exactement, sûr. exactement. Tu vois, à l'époque, toutes les sources, beaucoup de textes féministes noirs sont en anglais. Ils sont peu traduits. Bon, il y a quand même une anthologie, mais c'est dans un cercle très restreint. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est plutôt récent, quoi. Ouais. Les traductions sont, pour la plupart, très récentes. Très quoi. récentes. Il y en a. Il faut. Je cite deux choses parce que c'est important. Il y a le blog d'une amie qui m'est très chère, mais qui veut rester anonyme, qui s'appelle Miss Dreadful, qui traduisait beaucoup de textes de féministes noirs, mais elle était seule en fait à traduire ça. Et il y a quand même, il faut le dire, citer l'anthologie d'Elsa Dorlin, qui est prof à Paris 8. Mais bon, l'anthologie d'Elsa Dorlin, faut la connaître. Moi, j'étais à la fac aussi, tu vois, et j'ai fait des cours d'histoire et et de géographie sociale, et j'ai eu une prof qui était, enfin, 2 ou 3 profs, dont d'ailleurs j'ai eu comme prof Mathilde Larrière. Ouais. Qui écoute Popol pour le coup. On peut l'embrasser. Bonjour, Madame Larrière. C'était ma prof, donc voilà. Oui, oui. Et du coup, il y avait une autre prof aussi qui était, je pense qu'elle est très féministe aussi, et du coup qui nous a un peu parlé aussi de certains textes. Ouais. Mais bon, faut être dans un cercle très restreint. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est un truc très 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 infime, et donc moi j'essaie de vulgariser à fond. Faut aller chercher l'info. Faut aller chercher, faut avoir le temps de la chercher. Tout à fait, ouais. Faut avoir les ressources, faut savoir par où on commence, tu vois. Clair. Faut aller sur Cairn, enfin tu vois, il y a plein de trucs quand même. Bien sûr, ouais. C'est vraiment. Et donc moi j'étais pas du tout la seule, on était beaucoup on était tout un petit groupe à parler de ces questions, à visibiliser ces questions, et on visibilise ces questions au moment où je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont sur Twitter. Et désolé pour vous, mais beaucoup de journalistes qui ont besoin de contenu. Et donc, du coup, ça fait du contenu. Et je pense qu'on commence à avoir aussi une réflexion. Il y a tout ce qui vient aussi des États-Unis. Ça te permet de le traduire. Et ça aide. Alors, j'ai tendance à rendre hommage aux gens qui sont venus avant moi parce que nous, on n'a rien inventé. Donc, l'afroféminisme, c'est pas né sur Twitter. Ce qui est différent, c'est important de le dire. Il y avait de l'afroféminisme dans les années 70. J'ai même appris qu'il y avait des afroféministes dans les marches de mai 68, ce qui n'est pas si surprenant que ça finalement, mais bon, voilà. Ça s'appelait pas afroféminisme, mais bon, c'était pareil, quoi. C'était des féministes noirs qui pensaient à ces deux questions. Puis en plus, il y avait la question du colonialisme qui était très forte aussi. Sans parler du mouvement littéraire de la négritude. Voilà, bon, c'est important. Je pense que c'est important de l'ancrer. Ce qui est spécifique, c'est que on est dans un moment où des gens qui sont quand même dans des médias, ça ne veut pas dire qu'ils sont rédacteurs en chef, mais qui sont dans des médias du centre, puisqu'on sait très bien que Paris est très centralisé, ont accès à des voix qui sont dans des milieux auxquels ils n'appartiennent pas et auxquels ils ne savent même pas que ça peut exister, à mon avis, parce que bon, voilà, c'est le problème de la représentativité, c'est pas juste de mettre des noirs, c'est qu'en fait, on a une vision du monde qui est dite, et c'est normal. Parce qu'on a tous notre vision. Enfin, tu vois, on peut pas avoir toute la Terre. Avec 2 yeux, on peut pas voir toute la Terre. Enfin, peu importe. Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a une visibilité qui commence. À ce moment-là aussi, on arrive à se reconnaître en tant qu'afroféministe. À s'identifier. À se dire, ok, il y a des... Commencer à s'organiser. Exactement, à faire des connexions. Et puis, voilà, il y a des connexions qui se font parce qu'Amandine Gay, qui fait son livre Ouvrir la voie, donc on se rencontre beaucoup. Il y a le collectif Moissy qui se crée en 2014 à peu près. Donc, c'est un collectif afroféministe qui est très radical, mais qui permet aussi d'avoir des lieux pour discuter de ces questions. Enfin, c'est pas d'ailleurs, c'est un collectif très radical qui porte un discours, qui porte une théorie. Franchement, je vous le dis, et j'ai toujours raison, suivez le parcours de Fania Noël, ça va être une théoricienne de ce siècle, sachez-le. Qui est venue sur Popol aussi. Ah ouais, trop bien, je savais pas qu'elle était venue sur Popol. Elle a fait un épisode, Ah ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça va être une des théoriciennes de notre siècle, perso. Mais ouais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu s'organiser et qu'on se retrouve, en fait, finalement. Il y a des festivals qui ont lieu, il y a des cinémas, il y a des lectures, il y a des groupes de parole, il y a des manifestations.
Et moi aussi, ça me remet dans un milieu que je connaissais pas parce que mes parents sont pas syndiqués, tu vois, mes parents sont pas encartés, ils sont pas dans un parti. Donc voilà, donc c'est ça qui fait que j'ai été un peu politisée en fait finalement. Beaucoup de, j'en parle aussi dans le livre. C'est heureusement qu'il y a eu ces groupes. Ils m'ont un peu sauvé la vie, ils m'ont appris. Bon, les collectifs c'est toujours compliqué, mais je pense que je serais pas là s'il y avait pas eu tous ces groupes, quoi. Non pas que genre être militant c'est un outil de développement personnel, mais ou engagé, mais ça crée un moteur quand même. Ah si, ça crée un moteur. Bien sûr. Ça te permet de prendre ta place. Ouais. Puis voir aussi autour de toi des gens qui prennent leur place, qui te ressemblent. Qui te ressemblent. Et qui ont peut-être aussi envie d'aller dans la même direction. Tu te dis que c'est possible, que t'es pas seule dans ton coin. Exactement. Ouais. Et tellement talentueuse, et tellement brillante. Et toi aussi, t'as envie d'être brillante. C'est important, inspirant. Très inspirant. Donc voilà. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui ? Et aux hommes. Ouais. Non, allez dans un syndicat, allez dans un collectif, allez dans un groupe de parole, prenez votre place et c'est plus simple quand on est plusieurs. Ouais. Ça, c'est important parce que je pense que solo, j'aurais pas réussi. Donc, je pense que j'aurais pas réussi toute seule. Donc, et c'est impossible de réussir tout seul en vrai. Non, puis c'est nul en plus. Ça n'a pas d'intérêt. Ça fait chier, quoi. Ouais. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est clair. Donc, vraiment, genre, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment... En fait, vous n'êtes pas seul. C'est pas dans votre tête. Allez dans un collectif. Et en fait, la joie, c'est possible. Et on a tous et toutes le droit à la joie et au bonheur, quoi. C'est une super conclusion. Merci beaucoup, Kémis, pour cette excellente conversation. Merci beaucoup. On te retrouve sur Twitter, Instagram. Ouais, et puis achetez mon livre, du coup. Et bien sûr, publié chez Albin Michel. Ouais, c'est ça. Il est sorti le 9 novembre. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Yes. Et on vous invite à le lire et à le partager aussi autour de vous. Trop bien. À bientôt. À bientôt.